On se retrouve pour un nouveau live. On va attendre Lorraine qui va nous rejoindre ce soir. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien en même temps. Hop, je vois Lorraine, je vais t'ajouter. Alors, c'est affiché. Hello Mélanie, j'espère que tu vas bien, que la reprise n'est pas trop dure. On est pas mal à reprendre là cette semaine. Bonjour, Salut Lorraine. vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien en tout cas. Ok. Juliette, bonjour, on vous entend bien. Mélanie, ah mince, je t'entends pas, je reviens. Tu m'entends? Lorraine? Oui, oui, totalement. Ah, ok, ça marche. Bon, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Ça va. Bah écoute, reprise aujourd'hui. Salut Oui. Julien, qui doit être dans le train actuellement. Bon, c'est chouette. Et toi aussi, du coup, là, tu as ta reprise aujourd'hui, après les Euh, vacances? et ben, j'avais cours hier. Hmm. Mais, Ouais, c'est ça. ouais. Ok, c'est bon, alors on nous entend. C'est chouette. Je suis contente, je viens de comprendre comment on met un titre à un live et je t'avoue que ça va être plus facile du coup pour les personnes de savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est super. Ouais, c'est sûr. Ouais. Hop. Alors, je vais remettre mon ordinateur en attendant que tout le monde arrive. Ça, je peux. Tchouk. Voilà. Puis du coup, là, c'est assez pratique parce que sur la description, sur l'événement, en fait, j'ai pu mettre justement la plaquette de ta formation. D'accord. Elle avait l'air à jour, donc c'est pas mal du coup. C'est bien parce qu'en fait, ça dépend vraiment des universités. Et pour le coup, c'est pas mal. Voilà. Alors, tac. Ok. Et du coup, toi, ça t'arrive souvent que des étudiants viennent te voir pour te poser des questions? Bah, via le groupe Facebook Sélection Master M1, L3 M1. Oui, pas mal. Ouais. Enfin, il y a pas mal de questions. Donc, souvent, j'y réponds sur Facebook. Donc, Ouais. Ça, c'est super, hein. C'est un super groupe pour ceux qui connaissent pas. mm. Ouais. Sélection L3M1 Psycho. C'est vraiment top. Alors, il y a Mademoiselle Ayadi qui demande, vous allez parler du master PCPI. Alors, moi, les Euh, acronymes, je sais ce faut que que tu c'est. m'aides. On a Hmm. quelques lieux Alors, en qu'est-ce que ça commun. veut dire? Explique-nous ce que ça Euh, veut dire PCPI, histoire qu'on se repère. Psychologie clinique et psychopathologie intégrative. En fait, Hmm. c'est le deuxième master enfin, qui dépend du LPPS, donc le labo de recherche, laboratoire psychopathologie et processus de santé. Et donc en fait, il y a une centaine enfin, il y a une 100 places dans le master, alors que nous en santé, on en a que 25. Mais du coup, Hmm. c'est quand même des formations qui sont assez complémentaires. Donc, s'il n'y a pas trop de questions, je pourrais Ok. un petit peu en parler parce que je vois quand même de quoi ça Oui, tu parle, vois sachant un qu'on peu de a pas quoi ça mal va. d'yeux en commun. Donc, Ok, super. Bah, comme ça, moi, ça me permettra aussi de chercher des étudiants qui font justement ce master-là pour pouvoir compléter ce que tu dis là en plus. Bonjour Elsa. Bon, c'est bien. Il y a du monde qui se connecte. Moi, je vais en profiter pour rappeler du coup la création de Pitchmaster. Donc là, j'ai créé Pitchmaster Psycho il y a 2 mois maintenant seulement. Et en gros, le principe, c'est de pouvoir faire des lives avec des étudiants comme toi, Lorraine, et aussi avec des psychologues pour du coup parler de ce qui nous a tous stressés et de ce qui nous stresse tous, la sélection entre la L3 et le master, et pour justement un petit peu dédiaboliser ça, et pour pouvoir recueillir voilà, des témoignages comme toi, hein, comme celui d'aujourd'hui, qui va être justement de permettre de rendre accessible en fait ces sélections. Voilà. Donc, en complément de ce qu'on peut trouver sur les sites internet des universités, parce que ça reste quand même important, vu que ce sont les informations officielles qui sont à jour ou pas.
en fonction de l'époque à laquelle on regarde justement les sélections, enfin le site. Donc voilà. Maureen, super idée en tout cas, merci, bah super. Et bien sûr, donc posez-nous toutes les questions que vous voulez au cours du live, c'est vraiment très interactif. Donc allez-y, moi comme ça je peux lire les questions pour Lorraine et puis elle va pouvoir y répondre tranquillement. Donc voilà, bah écoute, on va pouvoir commencer. Ok. Donc je veux bien du coup que tu te présentes toi, que tu présentes un petit peu ton parcours, comment t'en es venue à intégrer ce master. Alors mademoiselle Aïe a dit, yes, j'aime beaucoup le concept du conte. Cool, tant mieux. Alors, du coup, bah, je m'appelle Lorraine, j'ai 22 ans. Et donc, moi, mon parcours, il est assez classique. J'ai fait un bac S. Après, je me suis inscrite en licence de psycho à Descartes. Moi, je voulais absolument Descartes parce que c'était très scientifique, la recherche, moi j'adore. Donc, c'était vraiment le but premier. Donc, j'ai été prise là-bas, j'ai fait mes 3 ans. Et puis après, j'ai intégré le master psychologie de la santé. Et là, maintenant, je suis en M2. J'ai fait aussi, en parallèle de mes études en licence, une école d'esthétique parce que j'avais envie, en fait, de travailler avec l'approche psychocorporelle. Donc, j'ai aussi un diplôme d'esthétique et ça m'a permis de travailler certaines questions liées à l'intégration psyché-soma et puis de comprendre un peu mieux les thérapies psychocorporelles, en tout cas certaines d'entre elles. C'est Voilà. super. Et du coup, comment tu as fait pour avoir ce diplôme-là? C'est quoi comme diplôme? C'est un DU? C'est Non, en fait, enfin, dans les filières pro, il faut passer forcément par le CAP. Et donc, du coup, moi, j'ai un CAP et des formations en plus parce que comme j'avais le bac, ça servait à rien de faire un BTS, sachant que je voulais pas en plus faire que mon métier. Donc, j'ai fait un CAP en un an. Et puis après, j'ai fait des formations complémentaires pour pouvoir, en fait, avoir quasiment l'essentiel des cours pratiques en esthétique du niveau BTS. Voilà, C'est pour vraiment moi. super. Enfin, c'est assez rare, tu vois, de pouvoir, en tout cas, pour moi, hein, de pouvoir recueillir le témoignage justement de personnes qui font des formations en complément de l'université. Donc c'est super de t'entendre dire ça et effectivement, ça montre aussi qu'on peut moduler en fait son parcours et justement apporter une vraie valeur ajoutée au-delà du parcours universitaire. Donc Noémie, le parcours, c'est psychologie clinique de la santé, point d'interrogation. Donc ça, c'est Oui, pour c'est le ça. master où tu es. Hmm. Oui, c'est ça. Beau parcours. Ouais, je suis d'accord avec Maureen. Non, c'est vrai, c'est très intéressant. Alors, est-ce que maintenant tu peux parler un peu plus du master en lui-même? Donc déjà de l'intitulé, parce que c'est assez long en Mm. général. Je l'ai écrit en haut, du coup on le voit aussi, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche et on voit le nom du parcours en entier. Ok, alors oui, effectivement, il y a eu la réforme de l'Université de Paris. Et je pense aussi la réforme des masters. Enfin, il y a eu pas mal de réformes. Et en fait, avant, il y avait que des masters. Et maintenant, en fait, c'est regroupé sous des mentions avec différents parcours. Mais en soi, c'est quasiment la même chose, sauf l'intitulé. En fait, on est dans la mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. Et au sein de cette grosse mention, il y a 4 parcours qui correspondent en fait à 4 masters où il y a neuropsychologie, psychologie gérontologique, euh, psychologie clinique de la santé et PCPI, psychologie clinique et psychopathologie intégrative. Hmm, Voilà. Donc là, moi, je vais vous parler spécifiquement du parcours psychologie clinique de la santé. c'est ça. Voilà. Hmm, super. Alors, qu'est-ce qui, toi, du coup, t'a donné envie d'intégrer ce master? Bah, en fait, j'ai beaucoup hésité parce que, en fait, toute la licence, enfin, je suis passée par plein, enfin, à chaque fois que je découvrais quelque chose, je voulais changer ou, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et donc déjà, moi, je voulais Descartes absolument parce que pour la recherche, donc continuer en fait dans l'objectif, enfin, dans l'objectif de faire de la recherche ou en tout cas d'avoir une formation en recherche. Donc
Donc au début, je voulais faire plutôt de la psychogérontologie, donc le master psychologie gérontologie, que je sais plus comment il s'appelle exactement, mais qui est aussi dans notre mention, parce que j'aimais beaucoup le contact avec les personnes âgées. J'ai fait un stage en troisième année en unité de soins longue durée, j'ai fait un tout petit peu d'EHPAD aussi. Hmm. J'aimais bien, donc je voulais faire ça. Et puis après, j'ai découvert la neuropsychologie. Donc je voulais plutôt faire de la neuropsychologie. Après, pour différentes raisons, le master de Descartes, je l'ai pas choisi. Je voulais pas aller dans ce genre de Hmm. master. Donc celui de gérontologie que t'as pas Euh, choisi, j'ai pas ou choisi c'est celui un de autre? gérontologie. Et après, Hmm. il y avait celui de neuropsychologie et je l'ai pas choisi non plus. Ok. Ouais. Et après, j'avais candidaté, enfin, moi, j'ai candidaté à 3 masters à Descartes. En premier vœu, psychologie clinique de la santé. Après, psychologie clinique et psychopathologie intégrative. Et après, psychogérontologie. Neuropsychologie, j'avais d'ores et déjà abandonné l'idée parce que Hmm. finalement, je voulais T'y pas. retrouvais pas. Hmm. Voilà, psychologie gérontologique, on va dire que j'aimais bien en fait, mais il y avait que la personne âgée. Et en fait, c'était problématique si jamais je voulais après faire un peu d'adulte ou autre chose. Et puis, c'est vrai que j'ai eu vent que ce master, c'était beaucoup de recherche, en fait, vraiment quelque chose de très, encore plus que, enfin, pas vraiment de clinique finalement, un petit peu, mais Hmm. que c'était quand même plus centré sur, c'est associé à un laboratoire de neuropsychologie et quelque chose de très théorique. Voilà, j'étais plus finalement aussi sûre de vouloir faire que de la recherche et surtout sur ça. Voilà, après, psychologie clinique et psychopathologie intégrative, j'ai beaucoup hésité parce que finalement, je me suis décidée pour faire de la psychologie clinique, mais je savais pas trop quelle population, sachant que, enfin, je dirais que psychologie, enfin PCPI, c'est plutôt centré sur la santé mentale, sur l'évaluation, les bilans psychologiques. C'est un master, je dirais, qui est plus généraliste que psychologie de la santé. On, on parle beaucoup de... Enfin, il parle, je crois, parce que je suis pas dans ce master, mais en tout cas d'adaptation à des maladies psychiatriques, mais pas que, hein, mais avec de Hmm. la grosse psychopathologie aussi. Alors que en psychologie et clinique de la santé, c'est une approche beaucoup plus centrée sur le corps, sur l'adaptation à la maladie, mais aussi aux préventions de la santé, à la promotion de la santé. Voilà, c'est pas les mêmes, la même population cible, sachant que on prend en charge aussi les troubles anxio-dépressifs, par exemple, en lien avec ces maladies-là, mais on va pas prendre en charge souvent des patients atteints de schizophrénie, d'autisme, enfin des troubles beaucoup plus envahissants et surtout psychiatriques. Enfin, je Ouais, sais pas trop je comment dire, comprends. mais voilà, Hmm. sauf s'ils sont intégrés à un parcours de soins, mais en tout cas, c'est plutôt, plutôt des troubles avec Hmm. enfin, j'aime pas trop le terme de normal, mais avec des personnes qui finalement fonctionnaient plutôt bien et qui connaissent le Hmm. parcours de la maladie et enfin, dont il faut les aider, les accompagner. Ok, d'accord. Et du coup, donc toi, en L3, donc tu as dit que tu avais fait un stage en EHPAD et dans un service, tu as dit de séjour longue durée, c'est ça? Je sais plus le Ouais, nom d'unité de exact. soins longue durée, ouais. Ouais. Ok. Et ensuite, en M1, du coup, tu as fait ton stage dans quoi? J'étais en équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc, Hmm. enfin, ça m'a permis en fait de voir tous les services somatiques en fait. Donc c'était super et de travailler dans une petite équipe pluridisciplinaire. Donc de pouvoir en fait, alors effectivement il y a le côté soins palliatifs où forcément on prend en charge des patients qui sont euh, dans un En parcours fin de de soins vie. compliqué. Alors non pas forcément en fin de vie justement. En Ah, tout d'accord. cas, Ok. non, non, Hmm. souvent on associe ça à la fin de vie, alors qu'en fait, c'est surtout en fait des patients qui sont pris en charge dans des maladies somatiques, enfin pour des Hmm. maladies somatiques dans différents services.
pour qui on se pose des questions éthiques, déontologiques. Et donc, il faut travailler avec les équipes pour réfléchir à la meilleure prise en charge, mais aussi avec le patient et sa famille, forcément. Mais en tout cas, quand il y a des réelles questions comme ça, déontologiques, éthiques, on travaille beaucoup avec eux. C'est Et, hyper intéressant. Mm. ouais. Et après, il y a aussi effectivement des questions de fin de vie ou des pronostics défavorables, pas forcément à court terme, ça peut être un peu plus à long terme, mais en tout cas où les équipes sont en difficulté, où le patient est aussi en difficulté. Et puis aussi dans cet hôpital, on palliait aussi au manque de psychologues dans les services somatiques, donc ça pouvait, Mm. la psychologue avec qui j'étais elle pouvait être amenée à se rendre dans les services comme ça euh, pour pouvoir accompagner ou faire des évaluations ou orienter, mais c'était pas ses missions premières. D'accord. Voilà, donc après, ça a été super riche dans le sens où, en fait, c'était un hôpital où il y avait beaucoup de services somatiques et où on est intervenu dans beaucoup de services somatiques. Mm. Donc, j'ai pu voir en fait les différentes équipes, même selon les services, certaines qui fonctionnaient hyper bien et qui travaillaient beaucoup en collaboration avec nous et d'autres un peu moins, où il y avait il y a des problèmes un peu institutionnels, où il y a des problèmes un peu de service. Donc, c'est de pouvoir voir aussi les différentes choses, en fait. Mhm. Et donc ça m'a beaucoup intéressée. Et donc dans l'équipe où j'étais, il y avait une psychologue, une infirmière, un médecin et une secrétaire. Donc c'était une toute petite équipe et on Ouais. était à l'extérieur de l'hôpital. Donc en fait, on avait une maison spécifique à l'extérieur complètement sur une île en fait. Enfin, bref, Mm. on était vraiment externe. Et donc, on travaillait en équipe le matin on regardait les patients en fait, les services faisaient la demande avec certains patients pour que ça soit réfléchi en équipe. Et après, on allait dans les services. Et donc, tous les matins, on regardait les demandes, on les questionnait déjà en équipe avec le médecin, voir s'il était possible de mettre quelque chose en place au niveau somatique, au niveau de la douleur, parce que les soins palliatifs, c'est aussi une mauvaise gestion de Mm. la douleur par les équipes de soins. Et c'est très compliqué aussi pour certains médecins de pouvoir mettre, par exemple, de la morphine, sachant que quand il y a des pronostics difficiles, tout est une question de jauge entre accélérer la fin de vie ou en tout cas possiblement Mhm. l'accélérer et soulager suffisamment. Donc c'était réfléchir avec ça, surtout avec le médecin, et puis voir comment la psychologue pouvait travailler avec les équipes pour accompagner au mieux, avec la famille aussi et le patient sur Ouais. ce qu'il voulait en fait vraiment, et le Mm. replacer au centre de sa prise en charge. Parce que du coup, D'accord. des fois, c'était pas simple, parce qu'il y avait des gros problèmes éthiques, déontologiques derrière, Mm. qui étaient vraiment importants. Donc il y avait Je ça. trouve ça vraiment intéressant que tu aies eu justement à te questionner sur l'éthique et la déontologie parce que c'est vrai que le psychologue est souvent en fait face à ça. Et ça permet justement, comme on a un petit peu un pied à l'extérieur, parce qu'on n'est pas médecin, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir re-questionner les équipes là-dessus, reprendre en considération la volonté de la famille, la volonté du patient. Et c'est vraiment chouette, ça devait être hyper riche ouais, comme stage. Et là, en master 2, du coup, tu fais quoi comme stage? Là, enfin, j'ai deux stages. Enfin, j'ai fait un stage recherche aussi l'an dernier pendant le confinement. Super, Donc, t'as fait quoi? donc là, c'était plus un stage analyse de données, nettoyage de bases de données, statistiques. Enfin, c'était un truc que j'aime bien. Hmm. Donc, sur le projet de terre dans lequel je suis, donc c'était plus retravailler toutes les bases de données, les remettre à jour. Euh, Sachant que j'avais déjà travaillé aussi sur les données. Donc, c'était, voilà. Et rédiger un rapport de statistiques, enfin, un rapport Et du sur tout. coup, ce stage de recherche, il est obligatoire dans ton master 1 ou c'est toi qui l'as voulu en plus? Ah non, non, il n'est pas du tout obligatoire, c'est en plus. Il nous conseille de faire un stage en recherche. Euh, je pense qu'on n'est pas énormément en fait à l'avoir fait. C'est en plus. Alors en plus,
le contexte fait que bah, ça a été encore plus compliqué. Les recherches sont pas mises à l'arrêt, mais en tout cas, c'était plus compliqué. Ça a été même difficile de maintenir le stage en recherche pendant le confinement, Mhm. puisque on a Ouais. été deux à maintenir le stage en recherche parce que finalement, au niveau des conventions, même si c'était à domicile, c'était compliqué. Oui. Euh, donc, euh, donc non, c'est pas du tout obligatoire. C'est conseillé, mais en tout cas, je dirais quand même peu de personnes le font. En fait, c'est conseillé pour les personnes qui ont envie de faire une thèse derrière. Pas spécialement, je pense pas non plus, mais en tout cas, c'est conseillé parce que bah, je pense que, enfin, on a un master, ça j'en parlerai après, mais qui est très très centré recherche. Donc, Mm. donc en fait, ça accompagne finalement toutes les duos recherche qu'on peut avoir. Et c'est logique dans le fait qu'ils nous conseillent ça, puisque on est quand même un master extrêmement centré recherche. Hmm. Ok. Et du coup, pour ton master 2, donc, quels sont les stages que tu as fait, que tu es en train de faire? Ouais. Bah, j'ai fait un stage, enfin là je suis en train de faire mon stage enfin j'ai deux stages. J'ai un stage en gériatrie, en hôpital gériatrique. Du coup, tu reviens finalement. Bah, pas que, parce que j'ai un stage en pédiatrie aussi. Ouais. Donc en fait j'ai un stage, c'est mon gros stage, c'est en hôpital gérontologique. Donc c'est assez compliqué, mais c'est assez riche d'expérience en fait. Je vois pas mal de choses. Je suis en autonomie depuis un certain temps. J'ai pu mettre en place des choses. Donc Super. c'est très apprenant. Hmm. Bah, en fait, j'étais en observation avec ma tutrice pendant un certain temps. Je pense une cinquantaine d'heures. Sachant que c'est un stage que j'ai en fait depuis ma L3. Hmm. Que j'ai trouvé, que je voulais absolument parce que c'est un hôpital gérontologique qui propose énormément de thérapies psychocorporelles. Et donc, c'était ça qui C'est m'a fait... génial. Tout se ouais, remet ensemble. voilà. Super. Ouais. Donc, enfin, il y avait zoothérapie, médiation animale, Hmm. robothérapie, thérapie snozélène. Enfin, il y avait pas mal de choses. Wow. C'est Euh, marrant, ça me fait vraiment penser à la psychomotricité, du coup, hein, quand je t'entends parler. Ouais, c'est très en lien. ouais. Hmm, hmm. Donc voilà, c'était ça. Euh, donc, j'ai pu bah, pas mal voir des patients. Il va bientôt se terminer mon stage là. Euh, Parce que bon, j'ai fait la majorité des heures quand même. En fait, Hmm. en gros, est-ce que je parle de mes missions par exemple? Oui, oui, tu peux Ou- en parler. Ouais. Bah, par exemple, en fait, donc c'est la prise en charge et l'accompagnement des patients en fait. Étant donné que je suis en santé, c'est vrai que je me sens beaucoup plus sur les patients, ou en tout cas mon prisme est surtout en lien avec les changements corporels, les difficultés d'adaptation et la perte, en fait, que ça soit cognitive, mais aussi la perte des liens sociaux. En plus, dans ce contexte compliqué, ils ont été confinés en chambre, donc ça a été encore plus compliqué pour eux de vivre, enfin de trouver encore un sens dans leur vie en Ouais, fait. Enfin, ça a été complètement. vraiment donc c'est là aussi prendre en charge toutes les troubles anxio-dépressifs en fait. Mhm. Donc voilà, ça a Super. été ça. Alors, Et il y a DRM Sandra qui te demande, bonsoir, en parlant de ce qui est conseillé, quels sont les prérequis pour intégrer ce master? Donc ça, ce sera au niveau de la sélection du coup et du dossier de sélection. Hmm. ok, je réponds là tout de suite ou Tu peux ou sinon tu peux terminer ce que tu ouais. disais et après tu peux enchaîner. Oui, oui, vas-y. D'accord. Bah, du coup, donc, tout ce qui est prise en charge. Après, j'anime un groupe enfin, un groupe de stimulation cognitive. Le but, c'est vraiment d'essayer de les accompagner à maintenir un certain nombre de fonctions exécutives, ce qui est quand même assez compliqué, mais en tout cas, on essaye. Et en replaçant toujours un cadre, enfin, c'est un cadre hebdomadaire, c'est toujours dans les mêmes lieux.
en se représentant, enfin, en proposant des activités diverses et variées pour travailler différentes fonctions selon les moments enfin, selon selon les thèmes aussi de l'année, selon différentes choses, en lien aussi avec les autres groupes qui sont proposés. Donc ça, je fais ça. Après, j'ai aussi mis en place un projet de recherche sur mon lieu de stage. Super. Voilà, donc c'est pas mon terrain, mon travail d'étude Mm. et de recherche. Mais en tout cas, j'ai mis un projet de recherche en place et j'y consacre en fait la majeure partie du temps actuellement. Sinon, après, je fais pas mal de choses avec les médiations. Donc les mandalas, je sais qu'il y a un patient qui passe beaucoup par ça pour s'exprimer. Et Mm. après le robot, donc c'est un petit robot phoque en fait. Enfin, il y a eu pas mal de reportages dessus. Si ça vous intéresse, c'est le robot, comment il s'appelle? Parce que nous, je crois que c'est Noah ou Paro. Non, c'est Paro. C'est un robot émotionnel D'accord. Paro. Je me renseignerai. Mm. Donc, c'est pas mal pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Alors, ça marche ou ça marche pas, hein, faut voir. Mais même avec les équipes, des fois, ils aiment bien, même sachant que c'est un robot. Mm. Il y a ça, il y a aussi des séances de Snowzellen. Que enfin, Explique un petit peu ce que ça veut dire, ouais, pour les personnes en, qui connaissent pas. en fait, c'est enfin, des stimulations sensorielles qui permettent en fait soit de stimuler, soit d'apaiser en fait selon l'état de la personne. Donc ça peut être c'est souvent une salle ou un petit chariot, donc avec Mhm. des stimulations auditives, lumineuses. Il y a aussi parfois, je crois qu'il y a l'odorat peut-être, olfactive, ou en tout cas moi j'ai jamais utilisé, mais c'est surtout ah oui, il y a Mm. aussi, on a le matelas à eau, donc au niveau du mouvement, on sent, voilà, on a donc un matelas à eau, souvent donc c'est des filaments lumineux, c'est des colonnes à bulles, c'est des murs avec des projections, avec des étoiles, enfin il y a pas mal de choses. Mm. C'est super, c'est vraiment très intéressant. Et dis-moi, alors au niveau des stages en M1, en M2, donc tu es sur combien d'heures En minimum? minimum, c'est 500 heures de clinique. Mm. Voilà, donc 500 heures de stage clinique, réparties donc sur 200 heures en M1 et 300 heures en M2. Mm. Voilà, donc ça D'accord. a changé, mais maintenant c'est comme ça. Ok, Donc super. Alors, on voilà. va rentrer du coup dans le vif du sujet, le dossier de sélection. Donc, comment ça se passe pour ton master à toi? Alors, je dirais que la sélection elle est assez différente du master PCPI, même si c'est le même laboratoire. Donc, PCPI qui est Euh, intégratif. Je oui, c'est ça. répète comme il y a des gens qui arrivent en cours de route. Voilà, donc qui est assez différent du master intégratif. En fait, je dirais que, bon, déjà, il y a tout ce qui est obligatoire, avec CV, lettre de motivation. Enfin, il y a pas mal de pièces justificatives. Alors, je me souviens plus exactement ce qu'il y a. Mais donc, il y a CV, lettre de motivation, projet professionnel. Euh, il y a aussi résumé de terre, je crois, et de Mhm. stage. Il y a carte d'identité, relevé du bac. Enfin, bon, Ouais. voilà. Et qu'est-ce que tu penses du coup qui peut les intéresser en fait au niveau du jury pour intégrer ton Oui, master? c'est ce que Mm. j'allais dire. En fait, euh, je dirais la motivation déjà. Il faut vouloir ce master et pas un master un master comme ça. Il faut vouloir ce master. Donc, il faut être motivé. Je pense que les notes, c'est pas ce qui est le plus important. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent et c'est ce qui est vérifié en tout cas dans notre promo de M2. Super. Mm. Donc en fait, c'est vraiment la totalité du dossier, la cohérence du dossier aussi, les stages, une promesse de stage pour le 1M1, c'est déjà, ça montre la motivation et l'implication que l'étudiant va avoir. Donc ça, Mm. voilà, la motivation, la cohérence du projet. Alors effectivement, je pense qu'il faut quand même valider sa licence. Enfin, de toute façon, il faut forcément la valider. Mais en tout cas, voilà, faut travailler beaucoup les matières cliniques. Euh,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la motivation, ça se voit aussi donc à travers la lettre de motivation qui doit être pour moi assez personnalisée, assez Hmm. sincère aussi. C'est la sincérité de notre parcours, mais aussi d'assumer les erreurs qu'on a pu avoir. En tout cas, c'est beaucoup ce qu'on a fait en fait, et on est sélectionné beaucoup sur ça, sur le fait que bah on peut s'être trompé, on peut assumer enfin il faut je pense assumer de s'être trompé. Voilà, ils aiment beaucoup cette sincérité là aussi. C'est vraiment la capacité en fait d'introspection qui est vérifiée dans ces moments-là. Alors qu'à l'inverse, une lettre de motivation où on se dit waouh, c'est Superman ou Superwoman, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a un côté très fake dans cette lettre de motivation-là qui va faire que vous risquez en fait d'être un peu recalé. Donc c'est important d'avoir une réelle introspection sur son parcours et d'expliquer les choses et comme tu dis, de montrer sa réelle motivation. Oui, voilà, Mm. c'est ça. Après, moi j'ai candidaté à 3 masters à Descartes. Oui. Je crois que je suis la Ça, c'est seule dans important que ma tu le promo. dises. Je Ouais, suis c'est la seule très dans ma important que tu le promo. dises parce que beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas postuler dans la même fac, enfin voilà. Bah, Donc c'est justement, bien. j'aimerais revenir sur ça parce que, en tout cas, Oui. on en a discuté avec beaucoup et il semblerait que je sois la seule personne qui ait candidaté à 3 masters et qui a été prise en santé parce que tous les Mm. autres, en fait, ils ont postulé qu'en santé. Alors déjà, il faut savoir que Descartes, il y a beaucoup de demandes pour le dossier et que pour moi, ça ne sert à rien en fait de candidater. En fait, j'ai regretté d'avoir candidaté à 3 parce qu'ils prennent de toute façon que les premiers vœux. Donc, Ok. et ils savent surtout qu'en fait, on demande d'autres masters. Donc, en fait, ça veut dire un petit peu, je candidate à tout et je verrai bien ce que j'ai. Alors que, bon, alors j'ai eu la chance d'avoir un projet professionnel bien ficelé et ils m'ont posé la question, en fait, à l'entretien, parce qu'il y a un entretien après. Euh, Pourquoi, enfin, est-ce que vous avez candidaté à d'autres masters de Descartes? J'ai dit oui. Et ils m'ont demandé lesquels et pourquoi. Et en fait, j'ai su expliquer pourquoi, en fait, finalement, c'était la psychologie de la santé, mais en disant que j'avais hésité. Et je pense que, en fait, j'aurais pas dû, finalement. Enfin, bon, j'ai été prise, mais je pense que, voilà, si je devais donner un conseil, c'est de sélectionner un master, parce que de toute façon, ils prennent les premiers choix. Et finalement, si vous voulez, vous avez un projet, il y aura 1 ou 2 masters maximum qui correspondront à votre projet. Mm. Pas beaucoup plus. Sinon, c'est juste que vous Ouais. voulez un master. Euh, C'est vraiment précieux ce que tu dis là parce qu'en fait, ça permet aussi un peu de casser ce truc de oui, il faut postuler à une quinzaine de masters et tenter. Mais il y a un moment donné, vous mettrez jamais la même énergie sur les 15 candidatures en sachant que réellement, il y en a deux, trois qui vous intéressent. Vaut mieux mettre toute votre énergie sur trois enfin voilà, que de mettre ça sur plusieurs et de perdre la motivation en même temps. Hmm. Alors, Noémie demande comment il faut présenter le projet pro. Quels éléments il faut mettre dedans euh, par rapport à ton master, à toi, ce que tu penses. Hmm. Bah, après, je sais pas s'il y a une réelle, enfin, il y a une réelle attente. En tout cas, il y a une réelle attente de bien présenter la chose, dans le sens où, au moins que ça soit clair, qu'il n'y ait pas de faute de français, que ça soit, il y a pas de structure. Mais en tout cas, Hmm. que ça soit clair, sans faute, et que ça soit sincère. C'est-à-dire que il y ait, voilà, même si vous avez des doutes, pouvoir les mettre. Euh, En tout cas, et de se dire qu'en fait, vous pouvez changer d'avis. C'est-à-dire, actuellement, c'est ça enfin, ce que je veux faire, mais en fait, peut-être qu'à la fin de votre master, et sûrement, vous aurez d'autres idées, vous aurez encore évolué. Et ça, le montrer. Euh, Aussi, pouvoir bah, justifier un petit peu de pourquoi vous voulez faire ça, comment, et être sincère, en fait, avec vous-même et avec eux. Hmm. Voilà, c'est Et ça enfin, pour nécessite vraiment en fait de se projeter. C'est-à-dire la plupart des choses que font les étudiants, c'est de juste penser à je veux un master. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Quand vous postulez un master, il faut se dire ce master-là, c'est un tremplin pour aller vers quoi? Et en fait, c'est ça qui intéresse le jury, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez être comme psychologue en fait. Et c'est très, très important. Et comme tu le dis, Lorraine, c'est aussi de se dire, bah, j'ai aussi le droit de changer,
De même, changer de fac entre le M1 et le M2, ça se fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, mais d'aller plus loin que le master. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est ça sur le projet pro à peu près. Mm, c'est ça. Pouvoir aussi prendre les expériences passées et les intégrer aussi, parce que ça montre aussi votre cheminement. Et c'est ça ce qui est recherché aussi. Mm. Et du coup, ça montre la cohérence justement du chemin, même si on imagine bien hein, que tout ce que vous avez prévu ne s'est pas réalisé. Mais c'est important de, ben, comme tu disais, en fait, de tenir compte de son chemin, de pouvoir l'incorporer en quelque chose de logique et qui nous amène à la personne qu'on est actuellement et au futur psychologue qu'on sera aussi. Donc ça, c'est très important. Mm, mm. Est-ce que j'ai vu une question sur mon stage en pédiatrie? Oui, 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 tout Euh, à fait. Tu peux y répondre aussi. Ouais, bon alors du coup j'avais pas fini en gériatrie, mais du coup je sais pas si je continue. Bon en tout cas j'ai plein d'autres missions, on va dire, de Mm, psychologue et j'ai pas mal d'autonomie, j'ai pas mal de missions outils rédactionnels, de transmission, de travailler avec les équipes, euh, aussi que j'ai pu aussi avoir dans mes autres stages. Voilà. mm, Alors pour mon stage en pédiatrie, donc il a commencé il y a pas hyper longtemps, en janvier. Donc, par rapport à septembre, par rapport à mon autre stage, c'est un stage que j'ai récemment commencé quand même, sachant que j'y vais une fois toutes les 2 semaines, donc j'ai quand même pas assez de recul. Mais c'est un travail assez différent, enfin clairement différent de la population gériatrique, où on prend en charge en fait les familles, les patients bien sûr, mais aussi avec les familles. Donc en fait, c'est un stage en urgence pédiatrique et service de pédiatrie mm, classique. Donc aux urgences, c'est évaluer la demande, pouvoir proposer des entretiens, on va dire, de bilan, d'évaluation pour pouvoir après orienter. Surtout quand les patients ne sont pas suivis sur l'hôpital. Par contre, quand ils sont suivis, et notamment pour les maladies chroniques, donc il y a pas mal de maladies chroniques dans le service. Donc, enfin, on a beaucoup de diabète, drépanocytose, cancer, ouais. et puis après d'autres maladies chroniques. Donc là, il y a, par exemple, quand ils sont en hospitalisation de jour, c'est pouvoir évaluer le leur, enfin, leur état actuel, en tout cas, leur comment ils vivent. En fait, l'hospitalisation de jour, c'est une fois par an. Donc, ça veut dire pouvoir voir où est-ce qu'ils en sont. Donc, ils ont plein d'autres rendez-vous et le rendez-vous du psychologue est aussi important. Après, ma tutrice, elle a pas mal de consultations aussi avec des patients qui sont suivis sur l'hôpital et dont j'assiste pas. Après, c'est pour avoir Mm, aussi en hospitalisation les parents qui ont besoin d'un soutien ponctuel ou de faire le point avec leur enfant où il en est, où on en est aussi dans le parcours de soins, parce que du coup, ça dépend beaucoup. Si c'est l'annonce d'une maladie chronique ou d'une maladie mortelle ou, enfin, entre guillemets, hein, d'une maladie mm, à pronostic vital engagé, ou si c'est une maladie beaucoup plus saisonnière qu'ont tous les enfants, c'est pas forcément la même chose. Voilà, et puis c'est aussi travailler pour coopérer aussi la maltraitance qu'il peut y avoir chez certains enfants oui, et qui sont pouvoir plus signaler, vulnérables. voilà, et pouvoir Ouais. signaler dans ce cas-là. Mm. Et comment tu as fait, par exemple, toi, pour postuler dans ce stage-là en pédiatrie? Qu'est-ce que tu as mis en avant dans ta lettre de motivation? Bah, en fait, le truc, c'est que mon premier stage en L3, enfin, j'ai trouvé tous mes stages de bouche à oreille, en fait. Donc, ça n'a Mm. pas été, enfin, hormis, en fait, le stage en gériatrie de cette année où je voulais absolument ce lieu de stage et en fait j'ai envoyé une lettre de motivation et elle m'a répondu et j'ai eu ce Mm. stage. Sinon mon stage de L3 je l'avais trouvé du bouche à oreille. Et en fait mon stage de M1 c'était la collègue de ma tutrice de L3 et en fait mon stage de M1 elle a changé de poste et du coup elle est allée dans un autre hôpital et je lui avais dit que la pédiatrie m'intéressait et elle avait une collègue et dans ces cas-là, je l'ai trouvée aussi comme ça. C'est Donc super. Donc en fait là, ce voilà. que tu nous montres que c'est important en fait dans nos lieux de stage actuels
de même parler en fait du prochain stage qu'on aimerait faire dans l'année suivante, de pouvoir voir si justement les psys connaissent d'autres psys qui font ce qui nous intéresse. Ouais. Donc, oui, oui, c'est important. Et là, après, c'était parce que ça s'était bien passé aussi. Donc, Bien sûr. mais aussi, Mm. effectivement, enfin, j'ai fait une lettre de motivation. Mais là encore, j'avais pas d'expérience en plus en pédiatrie. Euh, donc j'ai mis en avant le fait que voilà, j'avais d'autres expériences, mais que c'était voilà pour compléter. Mhm. Et, et voilà, que j'étais enfin prête à lire, que effectivement je l'ai lu pour ce Mm. stage pour pouvoir me mettre à niveau ou en tout cas avoir aussi Cette des clés. expérience-là. Mm. Et ça, c'est important aussi parce que souvent les étudiants n'osent pas, en fonction du master qu'ils choisissent, de postuler dans des domaines qui correspondent pas exactement au master parce que, bah, en fait, par exemple, en pédiatrie, non, il y a des masters développement. En fait, non, ça va dépendre effectivement de la motivation. Il faut pas oublier bah, qu'on est étudiant et qu'on est là pour apprendre et qu'on est là aussi pour découvrir. Et c'est franchement le moment entre la L3, M1, M2 au niveau des stages que vous faites, comme tu as fait, hein, toi, tu en as fait plusieurs par année. Moi aussi, hein, j'en ai fait 2 à 3 stages par an. Donc, c'est pas obligatoire, mais en fait, ça permet d'avoir des compléments et de balayer plus large et justement d'avoir des expériences dans plusieurs domaines qui nous intéressent. Et ça, c'est très important. Donc, ça demande de l'énergie, hein. J'imagine que du coup, tes semaines doivent être bien remplies, mais c'est quelque chose qui est hyper chouette d'être sur le terrain et en complément des cours. Mm. Oui, oui. Après, avec de l'organisation, ça va. Enfin, moi, je trouve que c'est largement Exactement. faisable. Le Ouais. premier, L'organisation, c'est le oui, maître mot. le premier semestre de M1 était assez chargé, enfin, sachant que j'avais commencé mon stage hyper tôt, en fait, dès la première semaine de cours. Donc, Super. j'étais une Waouh. des Mm. seules. Donc, en fait, le fait d'avoir et stage et cours, sachant que le premier semestre de M1, je trouvais très lourd. Enfin, même l'année Mm. de M1, l'année de M2, on a moins cours. Donc, au moins, enfin, on a plus de temps pour faire le stage en tout cas. Donc, Mm. c'est, c'est Et les relativement cours, ça plus se facile. passe comment du coup? Donc c'est des cours à l'année, hein. T'as le stage à l'année et les cours à Mm. l'année. Et vous avez des journées, par exemple, balisées pour les stages? Oui. Alors, en M1, en fait, on a le lundi et le mardi. On a cours mercredi, jeudi, vendredi toute l'année. Et Hmm. le M2, c'est l'inverse. On a cours lundi, mardi, mercredi pour le premier semestre et lundi, mardi pour le deuxième semestre. Hmm. Donc, on a le temps D'accord. de réaliser les stages à côté. Après, on peut aussi les réaliser en mai-juin ou sur les vacances. Là, on peut. Les vacances scolaires, les vacances d'été, je veux dire, ou les vacances Non, bah, scolaires en général. les autres Hmm. vacances scolaires. Voilà, D'accord. on a une semaine, bah, comme en licence à Descartes, on a une semaine à la Toussaint. Enfin, c'est une semaine de vacances, mais pas vraiment vacances, mais en tout cas, on a une Hmm. semaine. On a enfin, pas mal de jours à Noël parce que en plus, on reprend fin janvier. On finit les cours début décembre, donc on a quand même pas mal de temps. Sachant que oui, je parlerai des partiels, mais nous, on a quasiment que des contrôles continus. Donc, ça veut dire aussi pas de partiels, enfin, ou peu de partiels en janvier. Donc, ce qui permet aussi enfin, d'avoir moins besoin de réviser spécifiquement en janvier et pouvoir mettre des stages. On a une semaine en février, 2 semaines en avril, et puis après aussi un peu semaine en mai, juin. Enfin, Hmm. les cours se terminent début mai. D'accord. Et est-ce que en master 1, tu pourrais nous parler un peu des cours que tu as, dont tu te souviens, qui t'ont marqué Alors, en master 1, on avait donc à la fois clinique et recherche, hein, donc des cours, par exemple, de méthodologie de la recherche, donc où on analysait des Importants? articles, où c'était spécifiquement dédié à la recherche. Ça, c'est commun au PCPI aussi. Enfin, je pense que c'est une option, Hmm. peut-être pour eux, je sais plus, mais en tout cas, c'est commun. Après, on avait modèles fondamentaux en psychologie de la santé. Donc ça, c'est une grosse UE. C'est en fait tous les modèles théoriques dans lesquels on peut se référencer, enfin, pour pouvoir accompagner les patients et voir dans lequel où est-ce qu'ils se situent. Et ça peut être un modèle de compréhension pour nous, pour les prises en charge.
Donc on a ACM, TD, enfin une association de beaucoup de théorie, un petit peu de pratique aussi. Après, on a évaluation des interventions psychosociales. Donc là aussi, c'est une UE recherche, c'est pour évaluer par exemple les articles, enfin ce qu'on peut voir en fait, comment on évalue une intervention concrète en fait Mhm. sur le terrain, même si on fait aussi un peu d'analyse d'articles. Je regarde le document en même temps. Oui, vous Euh, pouvez retrouver ces informations-là aussi hein, sur le site de la fac, qui est donc en lien, enfin qui est sous le visuel que j'avais créé du coup pour Lorraine sur Pitchmaster. on a application clinique dans les maladies chroniques. Donc là, c'est une UE. On a beaucoup de travaux de groupe dans ce master. C'est Hmm, important de le savoir et beaucoup de jeux de rôle. Alors super. effectivement, le fait que ça soit en distanciel, c'est compliqué. Donc ça, on en a eu moins sûrement que les autres années, mais en tout cas, les jeux de rôle ont une part importante, tout comme les travaux de groupe. Donc là, application clinique dans les maladies chroniques, ça a pu changer, mais en tout cas, c'était concrètement comment on faisait pour prendre en charge une maladie somatique. Euh, voilà, grosso modo, Hmm, avec exposé, avec qu'est-ce qui est fait comme intervention, etc. Après, on a des stats. Donc, des stats, je pense que classiques, une stat en fait pour nous aider pour le mémoire. Après, on a l'UE stage. Ça, on l'a tous les semestres, où il faut rédiger forcément un rapport de stage. Il faut où il y a faire, une supervision avec un oui, professeur du coup. Vous parlez du voilà, c'est stage. ça. Mhm. Et puis, on a notre terre, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, notre mémoire de recherche. Hmm. Ouais. Euh, Travail encadré de recherche, je crois, je sais même plus. Oui, je En tout crois cas, aussi. C'est vrai qu'on appelle ça tout le temps terre. bon, c'est une part Hmm. importante de travail. On a eu aussi une UE à choisir entre clinique et psychopathologie du bébé et de la parentalité et clinique et psychopathologie de la personne adulte et âgée. Donc moi j'avais choisi la deuxième, adulte et âgé. On peut assister aux deux. Si on veut avoir les deux cours, on peut assister. En tout cas, on n'aura qu'un partiel. Voilà. Hmm. Et puis il y a une UE facultative. Je ne sais pas trop ce que c'est. Nous, on ne pouvait pas y aller parce que c'est une UE de développement. Donc, on peut, c'était pas prévu sur notre emploi du temps. Hmm, d'accord. Voilà. Après, on avait aussi prévention et promotion de la santé. Donc là, une grosse UE sur en fait comment on va comment on va travailler en fait sur des populations saines ou en tout cas à risque ou même atteintes pour en lien avec les comportements de santé et Mhm. comment on va promouvoir un bon comportement. Donc ça, c'est un dossier de groupe où on travaille beaucoup sur la littérature, on fait des projets, des planifications. Enfin, Hmm. c'est assez intéressant. Après, donc on a aussi de l'anglais, le stage, l'UE recherche, comme d'habitude. Études de cas intégrées en santé, c'est finalement ce qui rejoint un petit peu les études de cas qu'on peut avoir en licence, mais avec des maladies somatiques. Évaluation des interventions psychosociales, on est pareil sur des UE où on est sur plutôt de la recherche. Et puis on a eu l'UE Hmm. intervention et psychothérapie, où là c'était comment travaille concrètement un psychologue, comment il se positionne. Enfin voilà, c'était. Hmm. J'adore beaucoup, moi, le côté concret, en fait, du master, ou le Mm. fait que vous soyez en groupe, où vous mettez en place des choses. C'est vraiment bien. Enfin, il y a un côté concret qui fait du bien, je trouve. Je vais te lire les questions. Donc là, c'était le M1 dont tu nous parlais, hein, Oui. des cours du M1. Alors, Noémie demande si tu peux citer des exemples de thèmes de mémoire. Oui, le mémoire, du coup, il est ciblé en fonction de thèmes ou vous êtes libre au niveau des mémoires. Alors en M1, on avait trois enseignants. Enfin, on pouvait choisir trois enseignants du laboratoire. Donc, soit travailler sur
Tu peux En donner fait, les noms en même temps hein, des enseignants si tu les as en tête. Mm. oui, donc il y a Cécile Flao, donc c'est surtout l'ajustement aux maladies somatiques, mais pas que, c'est assez ouvert. Carolina Baeza-Velasco et Aurélien Tass. Donc Aurélien Tass fait surtout sur les jeunes aidants là, mais ça peut changer après. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas là. En tout cas, nous, c'était comme ça. Et après, on choisit en fait un des enseignants selon un peu son thème de mémoire. Donc, comme thème de mémoire, on peut avoir l'ajustement dyadique. Donc, dyadique, c'est souvent à deux, donc du couple d'un patient atteint de cancer, enfin, ou l'un des Mhm. conjoints est atteint de cancer. On peut avoir comme ça, c'est un peu compliqué, mais euh, enfin, l'évolution des troubles anxio-dépressifs chez les patients atteints de Parkinson. Enfin, c'est assez libre en fait. Ça peut être lié à la qualité de Mm. vie, ça peut être lié à plein de choses en fait. Tant que ça se rapporte à la santé, il y a aussi en lien avec la prévention et la promotion de la santé. Ça veut dire aussi pouvoir faire un mémoire sur le tout venant. Enfin, voilà. Mm. D'accord. Et Elsa demande, est-ce qu'il y a des étudiants dans ton master qui ne viennent pas de Paris? Ça peut, oui. En tout cas, nous en Mm. M1, on peut. Je pense qu'ils sélectionnent quand même sur Paris Descartes, une majeure partie. Mais s'il y a quelqu'un qui est motivé et concrètement, je pense pas que ça soit un frein. Mm. Mais après, je pense qu'ils savent aussi que sélectionner en dehors de Paris, c'est prendre le risque que la personne soit prise ailleurs et qu'elle ne vienne pas et ça perd des places. Et donc, il y a des personnes, il n'y en a pas beaucoup, et je pense il faut vraiment expliquer pourquoi venir sur Paris, et si c'est sûr, enfin, en tout cas, pas se dire par exemple, je viens de telle ville, je postule, mais j'ai pas de projet derrière en fait, pour habiter, pour me retrouver à la fac, etc. Oui, oui, c'est un peu l'idée de, en gros, l'Université de Paris va investir en toi. Du coup, l'idée, c'est que tu puisses rester un petit peu pour montrer que tu rends un peu cet investissement-là. Effectivement, ça aide à être pris et à montrer bah, qu'il y a une plus-value, en fait, de ta candidature. Mm, complètement. Du coup, moi, j'étais plus sur, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui vont intégrer ce master, par exemple, de choses très concrètes. C'est-à-dire, si les personnes pensent que c'est un master plutôt comme si, non. Par exemple, est-ce que c'est très psycha? Est-ce que ça l'est pas? Parce que moi, ça m'a pas l'air. Ça m'a l'air assez Non. intégratif quand je Oui, oui, c'est t'entends assez parler. intégratif. Oui, Hmm. totalement, c'est assez intégratif, donc on a un peu toutes les approches. En Hmm. M2, on a pas mal de cours, enfin, on a des cours de systémie, on a des cours de réglementation, on a thérapie psychocorporelle, psycho-oncologie, on a encore des cours de recherche, de recherche. Euh, après, je me souviens pas exactement. Est-ce que C'était quoi toutes ta les question? personnes de ton master vont faire de la recherche ensuite ou pas Non, forcément? non, clairement pas. C'est peut-être la difficulté, je dirais, de proposer un master recherche. En tout cas, dans notre promo, très peu sont intéressés par la recherche. Très peu, mais très peu, en fait. Et je trouve que ça questionne, en fait, l'importance de autant de lieux de recherche pour finalement si peu d'étudiants. C'est ça, je suis Qui assez sont... étonnée du coup. Je pensais qu'il fallait un vrai projet de recherche même pour intégrer le master, mais en fait non. Ok. En tout cas, faut pas détester ça, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Parce que c'est quand même exigeant et puis on a déjà appris toute une méthodologie à Descartes et ça c'est ce que j'entends parfois par certains autres étudiants qui viennent d'autres universités en disant oh là là mais nous on n'a pas du tout vu ça comme ça et tout c'est déjà exigeant alors en plus si on n'aime pas la recherche ça peut être vraiment compliqué. Mm. Euh, voilà après c'est un master aussi clinique mais je dirais quand même plus que c'est centré recherche au niveau des par rapport à d'autres masters, en tout cas par rapport à ce qu'on peut voir, Mm. et puis par rapport au nombre d'UE à recherche qu'on peut avoir.
à peu près 50-50, je pense. Hmm. D'accord. Et puis le versant, le versant recherche au sein des yeux, en fait. Hmm. Ça peut être euh, effectivement un cours de clinique, mais qui va être où il va y avoir aussi un regard très scientifique et où on va pouvoir analyser une méthodologie, etc. D'accord. Et il y a combien de places dans ton master en M1 et en M2? Euh, En fait, il y en a 25, enfin, il y a 25 candidatures. Et après, il y a, enfin, après, donc, il y a 25 places, sans compter les redoublants. Et puis après, Hmm. on passe, il n'y a pas de sélection entre le M1 et le M2, donc on passe directement. Hmm. Et en gros, enfin, la plupart des étudiants qui obtiennent leurs notes au-dessus de la moyenne passent, quoi. Où il y a C'est-à-dire? un minima Non, il n'y au a pas de niveau des minimum notes. note, mais il y a une grosse Hmm. sélection quand même. Parce que, Entre le M1 et le M2? ah non, non, pas du tout. Ah non, non, Hmm. pardon, je croyais Non, non, entre. entre les deux. Ah non, non, si, non, non, s'il y a une validation des notes, normalement, ça passe. Et Ok. du stage, il faut un stage, etc. Mais oui, c'est Hmm. cassé. Bien sûr. Alors, Elsa demande, est-ce que si l'on ne vient pas d'une spécialité clinique, est-ce que c'est pénalisant? Par exemple, de développement. Qu'en penses-tu? Non, je pense pas. Je pense que quand on peut le justifier, il n'y a pas de problème en fait. On n'est pas spécifiquement, enfin, surtout que le développement, ça fait partie aussi de la clinique. Enfin, on a des personnes qui sont spécialisées plutôt en développement, d'autres en gériatrie. Ça dépend vraiment. Il y a, enfin, c'est assez pluriel tant qu'on peut le justifier et qu'on a envie d'intégrer ça, enfin, ce master et de travailler avec les enfants dans la maladie somatique, c'est pas un problème. Je pense Hmm. pas. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça, il faut, enfin, faudrait pas que ça vous freine un peu les cours que vous avez pu prendre en option en L3. Mm. En fait, ce qui est aussi important, c'est de se projeter dans le futur après le master et de montrer que ce master est une vraie étape dans votre parcours professionnel. Et c'est plutôt pas d'axer sur le passé, mais d'axer sur le futur. C'est ce qui va vous aider aussi dans les candidatures. Hmm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les petits mots de la fin? Est-ce que Non, c'est pas spécialement. difficile aussi et voilà. C'est pas spécialement difficile. Enfin, ça demande une quantité de travail. Moi, je le ressens pas comme difficile. Je sais que c'est pas le cas de tout le Hmm. monde. En tout cas, au niveau du travail qui est demandé. Par contre, ça demande de l'implication, de la motivation. Ça demande d'être capable de se remettre en question, de demander de l'aide aussi si besoin, de pouvoir travailler en groupe beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Voilà. Hmm. Donc Sandra demande quel est ton parcours Moi, mon parcours, santé. c'est santé. Hmm. Et C'était. justement, Sandra, elle en a parlé un petit peu au début de la vidéo. Tu verras quand je la mettrai en ligne. Tu as parlé brièvement justement du parcours intégratif. Mais j'irai interviewer quelqu'un sur ce parcours-là. Lorraine, si tu connais quelqu'un, n'hésite pas à proposer aussi. Mm, mm. Bon, mais très bien. Mais écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que souvent les questions arrivent sur la fin, mais c'est vrai que c'est des lives d'1 heure. Donc on essaie de faire court, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi derrière à poser des questions à Lorraine, hein. Vous retrouverez son Instagram. Donc, mais en tout cas, c'était très riche et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir en fait. Tu vois, tu as beaucoup axé sur la motivation, sur vraiment ce qui nous donne envie en fait d'intégrer certains masters et c'est très très important. Ouais, on ressent bien en tout cas et ton parcours est vraiment chouette, honnêtement. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, dit Sandra. Merci. Oui, c'est très très important. Et de créer votre propre parcours, de ne pas forcément copier ceux des autres, on s'en fiche, hein. C'est un parcours très authentique avec qui vous êtes. C'est ça aussi qui est attendu des jurys. Hmm. Super. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, au plaisir. Oui. Et puis, bonne semaine et bon stage. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Merci, merci à tout le monde.